Voilà, merci pour l'invitation, merci Tim et Philippe pour l'invitation. Alors je branche mon chronomètre. Je sais que le temps est limité et donc j'ai une grande habitude de maîtriser le chronomètre. Aux Nations Unies, quand on ne respecte pas le chronomètre, on vous coupe le micro. Et par conséquent, on ne peut plus continuer à parler. Donc si on veut avancer, il faut tenir le temps. Alors, Philippe et Tim m'ont demandé d'intervenir en qualité de grands témoins, et non pas de manière très institutionnelle, et plutôt de raconter le temps que j'ai pu passer à travailler sur la question des défenseurs de manière un peu personnelle, en tirant peut-être des leçons de ces années passées à côtoyer les défenseurs dans le monde entier, et puis de laisser quelques minutes quand même pour qu'on puisse avoir un vrai échange de questions-réponses, si vous souhaitez clarifier tel ou tel point, ou plutôt m'interroger sur la manière dont j'ai pu exercer ces fonctions aux Nations Unies. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais rappeler que j'ai connu la question des défenseurs depuis très très longtemps, et figurez-vous qu'au moment où André Barthélemy partait au Chili et découvrait donc la situation épouvantable des militants chiliens, des défenseurs chiliens qui étaient à l'époque menacés par le régime de Pinochet, en 1989, moi je rentrais à Amnesty International France comme directeur, et c'est à Amnesty que j'ai commencé mon apprentissage de la question des défenseurs en découvrant des cas dans un grand nombre de pays de personnes qui étaient menacées, arrêtées, disparues, exécutées, et parfois sans jugement, de procès inéquitables, de ces militants, militantes du monde entier, pour lesquels Amnesty et d'autres se mobilisaient à l'époque. Et j'ai gardé en moi depuis cette époque-là ce lien très, très fort, très vivace avec les femmes et les hommes, et maintenant les enfants, les jeunes, qui s'engagent au quotidien pour faire en sorte que ces droits humains qu'on a proclamés maintenant il y a si longtemps, en 1948, deviennent une réalité pour tous, et que ces droits deviennent non seulement une réalité, mais puissent être exercés par la population des pays dans lesquels ils vivent. Alors si j'ai été nommé en 2014 comme rapporteur spécial des Nations Unies, c'est bien évidemment parce que j'avais déjà une connaissance du sujet pour avoir travaillé pendant longtemps sur les questions des défenseurs, et aussi parce que j'étais connu de quelques gouvernements qui sympathisaient avec la question des défenseurs et qui m'ont approché pour me demander si j'accepterais d'être candidat pour le poste de rapporteur spécial des Nations Unies. Alors, j'ai continué à travailler sur la question des défenseurs longtemps avec Amnesty et après Amnesty, et je me souviens qu'en 1998, nous avions Amnesty, la FIDH, France Liberté, mais également ATD Quart Monde, organisé le premier sommet mondial des défenseurs, avec l'idée qu'au moment où on célébrait le 50e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies, la Déclaration universelle, eh bien, plus qu'une célébration, plus que des bougies sur un gâteau, il fallait donner la parole à celles et à ceux qui militaient pour que les droits deviennent une réalité pour tous. Et nous avions, avec un financement très précaire, mais qui s'est ensuite enrichi par la suite, invité à Paris 350 défenseurs en provenance de 110 pays pour venir pendant une semaine témoigner de la réalité qu'ils vivaient, et à la fin de ce premier sommet des défenseurs, adopter un plan d'action, des recommandations visant à appeler la communauté internationale à mieux prendre en compte cette dimension de défenseur. Et on l'oublie très souvent, mais en 1998, le concept même de défenseur n'était pas aussi connu qu'il est à l'heure actuelle. On n'avait pas de définition de défenseur, et c'était difficile pour les ONG de qualifier quelqu'un de défenseur, alors que la fonction, la qualité n'était pas reconnue par les instances internationales. Et c'est en 1998 qu'a été adopté, non pas à l'issue, en tout cas à la fin de ce premier sommet mondial des défenseurs, non pas à cause du sommet, mais à la fin du sommet, le 9 décembre 1998, une importante résolution qui est la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs. Le titre est beaucoup plus long, il témoigne de l'ambiguïté qui régnait à l'époque et qui règne toujours sur la qualité des défenseurs, et beaucoup d'États à l'époque, aux Nations Unies, refusaient d'accepter la définition même de défenseur des droits humains, et donc on a trouvé des périphrases très longues, et le titre de la résolution est à la lumière, à la hauteur de l'ambiguïté qui régnait à l'époque sur la définition des défenseurs. Et 2 ans après, les Nations Unies ont décidé d'adopter une autre résolution demandant au secrétaire général des Nations Unies de créer
une fonction spécifique de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la question des défenseurs. Et la mission de ce représentant spécial était de voyager au travers le monde, d'aller dans les pays, de faire un travail d'investigation, d'audit, d'analyse de la situation pour venir présenter aux Nations Unies le résultat d'un bilan assorti de recommandations pour pouvoir permettre aux Nations Unies d'avoir une meilleure compréhension du phénomène et de pouvoir agir en conséquence, soit par le biais de résolutions, soit par le biais d'interventions plus ponctuelles, de diplomatie confidentielle ou publique, pour soutenir dans un pays, dans plusieurs pays, des défenseurs menacés. Quelques années plus tard, le poste a été transformé en un poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs, et j'ai été le deuxième titulaire du poste. La première titulaire a été une militante ougandaise, Margaret Sekaia, qui était en même temps la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de l'Ouganda. Et moi j'ai été nommé donc en 2014 avec un mandat qui m'a été précisé par une résolution, qui est la résolution qui introduit le mandat et qui fixe les priorités pour le mandat, avec l'idée de voyager dans le monde, d'être les oreilles et les yeux du Conseil des droits de l'homme, donc des ambassadeurs présents à Genève, pour venir écouter les témoignages, regarder ce qui se passe et venir témoigner aux Nations Unies de la réalité que vivent les défenseurs au quotidien. Et j'ai pris cette mission de rapporteur très au sérieux, avec l'idée que d'abord, plutôt que d'être perçu comme étant le défenseur des défenseurs, il fallait d'abord être le porte-voix des défenseurs. Et donc, à première étape, passer du temps à écouter ce que les défenseurs avaient à dire à la communauté internationale, parce que mieux que quiconque, les défenseurs savent ce dont ils ont besoin, mieux que quiconque, ils sont capables de formuler des propositions que la communauté n'entend pas toujours. Et donc la première mission qui m'a été confiée, en tout cas je l'ai perçue comme ça, était de voyager dans le monde pour écouter la voix des défenseurs. Et j'ai organisé, avec le soutien financier de l'Union européenne, 7 grandes consultations internationales par région mondiale. Je vais en Afrique, 2 fois en Amérique latine, en Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, en Asie, Pacifique, pour rassembler les défenseurs de ces régions mondiales. Et j'ai rencontré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plus de 1500 défenseurs de ces pays-là, au travers de ces 7 consultations. Et je suis revenu avec un premier rapport, qui était le rapport sur les consultations, pour dire aux Nations Unies, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que disent les défenseurs, voilà ce dont ils ont besoin. Maintenant, comment agir pour mettre en œuvre ces recommandations, comment formuler des stratégies, des plans d'action pour mieux les défendre. Et ça a été l'objectif des années suivantes du mandat qui m'a été confié. Et croyez-moi, j'ai pris à cœur cette mission de rencontre avec les défenseurs, et on a rappelé tout à l'heure, Thibault l'a rappelé, qu'un rapporteur spécial des Nations Unies ne peut faire que 2 missions officielles par an. Ça veut dire 2 missions officielles avec un rapport officiel aux Nations Unies. Et vous vous rendez compte que, bien évidemment, face à l'ampleur des besoins, face à la masse de témoignages qu'on reçoit, face à la souffrance que vivent les défenseurs au quotidien, 2 missions par an, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, il faut en faire beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé faire, comme vous d'ailleurs, du fundraising, de la collecte de fonds auprès d'États amis de la résolution, amis du mandat, pour obtenir des fonds supplémentaires et permettant de mieux prendre en compte les demandes venant des défenseurs. J'ai donc, avec un financement qui m'a été accordé par la Suède, par la Norvège, par le Danemark, des pays amis du mandat, pas beaucoup par la France, je dois le dire, l'Allemagne également, les États-Unis, obtenu des financements qui m'ont permis de faire beaucoup plus de missions qu'il était prévu dans la résolution. Alors le principe que j'ai adopté est un principe que je recommande et j'ai recommandé également à ma successeur d'adopter, qui était de me dire que pour une mission officielle, il faut être invité par un État. On ne peut pas franchir les frontières d'un État si on n'est pas invité par l'État à faire une mission officielle. Et bien évidemment, les pays dans lesquels il y a le plus grand taux d'atrocité et d'impunité sur les questions des défenseurs, ce ne sont pas les pays les plus amis du mandat, ce ne sont pas les pays qui vous invitent facilement. Et néanmoins, par la force de la conviction, les témoignages, la diplomatie confidentielle, j'ai pu être invité dans des pays qui sont perçus comme étant des pays très dangereux pour les défenseurs. On ne va pas citer tous, mais l'Azerbaïdjan, le Burundi, le Mexique, la Colombie, le Pérou, l'Australie aussi, un pays qui n'est pas très facile pour les défenseurs, ont été les pays qui m'ont invité officiellement à venir passer 3 semaines chez eux, faire un rapport, écouter les témoignages et à sortir ce rapport de recommandation pour les Nations Unies. Mais, comme je l'ai dit, ça n'est pas suffisant.
il fallait faire beaucoup plus. Et j'ai adopté une tactique qui consistait à, au fond, annoncer publiquement devant les ambassadeurs au Conseil des droits de l'homme que lorsque je ne suis pas invité par les États, alors je m'invite moi-même. Et je m'invite moi-même en demandant simplement aux ONG des pays concernés, aux universités, aux ambassades, aux centres de recherche, aux centres culturels, eh bien, de trouver un prétexte pour m'inviter. Une conférence, par exemple, sur les droits humains en général, une conférence sur les Nations Unies, une conférence sur un thème que je pouvais choisir, qui était très loin du mandat, mais qui me permettait d'avoir une invitation officielle, un visa pour le pays, de passer du temps dans le pays, faire ma conférence bien évidemment, mais aussi passer beaucoup plus de temps dans le pays à l'écoute des défenseurs, et de voyager dans les provinces du pays, ne pas rester dans la capitale, pour écouter la voix des défenseurs partout, et revenir également avec des rapports plus confidentiels, qui ne sont pas publics, mais dont la principale utilité était d'alimenter ma propre réflexion sur la question de ces pays-là, mais également d'alimenter de manière confidentielle tout le flux d'informations qui circule aux Nations Unies et qui n'est pas public et qui n'est pas accessible par autre chose que le personnel des Nations Unies. Vous savez, ces rapports, en fait, officieux, circulent beaucoup. Ils partent de Genève, du Haut-Commissariat, ils vont à New York alimenter la division des affaires politiques, ils vont alimenter le PNUD, alimenter la division qui s'occupe des missions de maintien de la paix, la mission civile, bref, ça alimente jusqu'au Conseil de sécurité pour des pays comme l'Azerbaïdjan ou le Burundi, pour informer les ambassadeurs de la réalité de la situation dans le pays. Et ces visites dans les pays, je ne les oublierai jamais en fait. J'ai fait plus de 60, j'ai visité plus de 60 pays, parfois 3 ou 4 fois, pour les pays les plus sensibles comme le Mexique, comme la Colombie, comme le Honduras, ou comme certains pays d'Afrique qu'on n'a pas le temps de nommer. Et j'ai recueilli un grand nombre de témoignages. Et croyez-moi, il s'agit aujourd'hui de témoigner devant vous de la réalité de ce que j'ai vécu. Je reste marqué jusqu'à la fin de mes jours, par les témoignages que j'ai pu entendre, de la réalité que vivent les femmes et les hommes, que vous connaissez vous, qui travaillez avec eux sur le terrain, mais qui ont pu me parler de manière très confidentielle de la situation qu'ils ont vécue. Et j'oublierai jamais, par exemple, au Mexique, ma rencontre avec les 42 parents des enfants d'Ayotzinapa, au Mexique, qui sont ces 42 étudiants d'une école d'instituteurs et qui ont été enlevés, disparus. On a retrouvé quelques-uns des corps, quelques os simplement. La police mexicaine est directement impliquée dans cette affaire-là. Et je n'oublierai jamais ces 42 femmes que j'avais réunies avec leurs conjoints parfois, souvent les femmes seules, qui sont venues devant moi avec le portrait de leur fils, en me disant « il faut le retrouver, il n'est pas mort, on peut le retrouver, agissez contre l'impunité ». Je n'oublierai jamais non plus en Colombie mes rencontres avec les populations autochtones, notamment les peuples de l'Amazonie, les Afro-Colombiens, leur détermination, leur courage, le courage des femmes colombiennes qui venaient vers moi également avec la même demande, la même souffrance, les disparus, assassinats politiques, les personnes arrêtées, les jugements inéquitables, et à chaque fois avec un dossier remis en main propre en me disant « Monsieur Forst, vous pouvez faire quelque chose pour moi, vous êtes le dernier recours face à l'arbitraire de mon pays ». Et je me souviens également de mes rencontres avec les mécanismes nationaux de protection des défenseurs dans ces pays-là. Et j'ai gardé un souvenir très ému, par exemple, puisqu'on parle de Buenaventura, de la Colombie, notamment de ces gardes indigènes pacifiques qui, avec des moyens rudimentaires, sont capables d'assurer la protection d'une communauté autochtone avec simplement un bâton, le bâton qui est le bâton qu'il aurait confié en tant que responsable de la garde autochtone. Je n'oublierai également jamais en Afrique également mes rencontres avec certaines communautés martyrisées ou certaines catégories de défenseurs que trop souvent on oublie. Je pense par exemple à mes rencontres au Burundi avec les défenseurs des albinos, une communauté qu'on oublie trop souvent, mais qui vivent une situation épouvantable. Non seulement parce que les albinos sont victimes d'actes terribles, on ne va pas les qualifier aujourd'hui, mais beaucoup plus que d'autres en Afrique, et que ceux qui les défendent, qui ne sont pas forcément eux-mêmes albinos, sont victimes de la même hargne, de la même férocité qu'on a à l'encontre des albinos. Je n'oublierai non plus jamais ces rencontres avec les femmes en Amérique latine,
au moment de préparer un rapport sur la question des femmes défenseurs, qui sont venus me parler de la question des droits sexuels et reproductifs, de l'avortement, de la pilule, de la difficulté simplement à prononcer des termes, à pouvoir parler librement, de pouvoir parler en famille, publiquement, de la question du droit sexuel et reproductif, et de l'absence de réponse de la communauté internationale par rapport à ces témoignages. Je vois que le temps tourne, on approche des 15 minutes que je m'étais fixé. Un dernier mot peut-être pour parler d'une activité sur laquelle j'ai beaucoup investi, qui était le renforcement des réseaux de défenseurs. Et j'en ai fait une priorité pour le mandat, une priorité pour ma successeur, et j'espère qu'Agir ensemble reprendra également le flambeau de cette nécessité de renforcer les réseaux et les coalitions défenseurs. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez les défenseurs, et vous le savez vous-même, qui voyagez dans ces pays-là et les rencontrer, ou les inviter à Paris pour vous rencontrer, ils vous disent que la solidarité est la meilleure protection. Lorsqu'ils sont en danger, ils s'appellent les uns les autres, ils viennent à la rescousse des uns des autres, ils mobilisent les ONG, ils mobilisent les ambassades, ils mobilisent la communauté internationale. Et à l'heure actuelle, peu est fait, pas assez est fait pour soutenir les réseaux de défenseurs et la création de coalitions nationales de défenseurs. Coalitions généralistes, coalitions spécialisées de femmes défenseurs, de défenseurs qui travaillent sur la question du handicap, de défenseurs qui travaillent sur les questions LGBTI, qui ont besoin de se retrouver entre eux, entre elles, en réseau, en coalition, pour être plus actifs et nouer des contacts, des partenariats avec leurs homologues à l'étranger et avec leurs homologues en Europe et dans les Amériques qui peuvent les soutenir et les défendre. Voilà, je termine en disant que j'ai accepté, souhaité continuer à travailler avec Gérissi, parce que je crois à l'action que vous menez. J'ai vu le travail que vous faites. On le voit d'ailleurs dans les résultats. Les financeurs sont là. Ils vous soutiennent. On voit que l'audience est forte. On voit la confiance que les défenseurs placent en l'action de agir ensemble pour les droits humains. Et j'ai tout simplement envie d'être à vos côtés, de ne pas faire beaucoup peut-être, mais d'être un passeur de parole, de pouvoir faciliter les choses, de vous ouvrir des portes auprès de celles et ceux qui peuvent également vous soutenir sur le plan international. C'est la mission que je me suis confiée pour agir ensemble. Je le fais également pour d'autres ONG internationales, notamment dans les pays que j'ai pu visiter, où je reste en contact avec ces réseaux, ces coalitions de défenseurs, pour les aider et pour intervenir quand je sens qu'une parole de celui qui a été pendant 6 ans le rapporteur spécial des Nations Unies peut avoir quelques prix auprès de financeurs, de bailleurs de fonds ou bien de politiques, ou pour intervenir en cas de besoin spécifique d'un défenseur qui est menacé et qui a besoin de chercher un refuge ou un abri. Voilà, je m'arrête là, Tim, et puis je laisse la parole pour d'éventuelles questions, sachant que le temps va nous aider évidemment un peu plus. Merci à vous.